Encore des victimes sur nos axes routiers. À Yaoundé, la capitale, un accident de la circulation fait 3 morts et 10 blessés, rapporte le quotidien Le Jour. Le drame survenu au lieu-dit Don Bosco Mimboman suscite peur et torpeur, inquiétude et interrogation dans les colonnes de Nouvel Horizon. Au ministère de la Santé publique, ce qui fait l'actualité, c'est la mise en quarantaine d'un médicament censé prévenir et traiter le paludisme, souligne EcoSanté. Maloxine doit être évité, confirme la voix du consommateur, qui relaie par ailleurs en page 3 les instructions du ministre Manaouda Malachi. Dans la presse cette semaine, il y a également eu des nouvelles moins stressantes. L'hôte à la femme rurale a été entonné le 15 octobre dans Mutation et le Messager. La qualification des Lions indomptables pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025 a nourri la joie des supporters. Elle s'affiche grande à la une des journaux parus en kiosque cette semaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche 20 octobre 2024. Des faits récents dans la circulation et les infrastructures routières nous parlent. À titre d'exemple, l'accident survenu jeudi dernier au lieu-dit Don Bosco au quartier Mimboman, c'est dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. On se souvient qu'un conteneur est tombé d'un camion porteur et au passage, il a écrasé un taxi et un autre véhicule utilitaire. Le site du journal du Cameroun.com, c'est un journal en ligne, rappelle que dans sa mise en ligne du 17 octobre, ce journal rappelle que la veille à Douala, un pareil accident a eu lieu au quartier Ndokoti. Un camion transportant un conteneur également a forcé le passage au niveau du tunnel. Une fois encore, il s'est renversé et des personnes y ont perdu la vie. Souvenons-nous, le mercredi 9 octobre, cette fois à Combé, sur la route de San-Mélima, au moins 15 personnes ont perdu la vie au cours d'un face-à-face brutal entre un minibus et un camion. Au-delà de tout, la sortie du député Mathurin Bindoua, député RDPC de Djaïlobo, c'est dans le sud, abondamment relayé par les réseaux sociaux, met en cause la qualité de la route entre Mbalmayou et San-Mélima. Cette route, à son sens, ne répondrait pas aux normes requises. Sur la vie des infrastructures, nous avons encore à l'esprit la rupture du pont reliant le centre-ville de Yagoua et les quartiers Casco et Kabara. Il y a des ça, nous mettons dans l'énumération, vous allez le comprendre. Nous associons donc le lancement des travaux de construction, les travaux de conception et de réalisation de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala. Cette phase va donc coûter à peu près, selon le journal Investir au Cameroun, ce sera 880 milliards de francs CFA. Tous ces faits combinés nous amènent ce dimanche donc à Scène de Presse à nous poser des questions sur la qualité, le coût social et économique de nos routes. Pour parler de ce sujet, la CRTV a fait venir autour de cette table Frégile Bertrand Achouta qui est là. Bonsoir. Bonsoir Séverin, bonsoir à tous les copanélistes, notamment à monsieur le directeur général des travaux d'infrastructure, à mon confrère Éric Boniface. Je suis une fois de plus heureux d'être des vôtres ce soir. C'est une énième invitation et je l'honorerai toujours avec volonté. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes journaliste, directeur de publication de Bounia. Vous êtes également à la tête de l'entreprise de presse spécialisée sur l'automobile et les transports. Éditrice du site internet Bounia, que vous connaissez très bien. Merci d'être là, Bertrand. Éric Boniface, tu vois qui est à côté de vous. Bonsoir. On vous avait déjà présenté. Voilà, bonsoir à vous, Séverin, bonsoir à tous les téléspectateurs et bonsoir à tous les autres copanélistes. Et j'espère que ce soir, nous allons avoir droit à un bon débat pour éclairer notre auditoire. Vous êtes journaliste également, chef de chaîne de la RTS, Radio Siantou, c'est à Yaoundé. Merci Éric Boniface d'être là. Je continue donc avec Aurélien François Nguena. Bonsoir. Bonsoir Séverin et merci pour la confiance que vous faites à Capital Info en nous conviant toujours à ce débat dominical. Journaliste également, Capital Info a sorti un nouveau numéro sur le marché, c'est ça? Oui, bien sûr. Nous avons travaillé sur la course cycliste BTT qui se prépare actuellement au niveau de Bagofit Sun City avec le ministre Joseph Lé et le groupe Saint-Christophe surtout qui est partenaire à cette course cycliste.
Merci Aurélien François, merci d'être là. Je termine avec M. Mbela et Boumbu Jean-Michel. Bonsoir, monsieur le directeur général. Bonsoir Séverin, bonsoir aux copanélistes et aux téléspectateurs. Alors, Frégis avait déjà dit, vous êtes directeur général des travaux d'infrastructure au ministère des Travaux publics. Vous direz merci à monsieur le ministre des Travaux publics qui vous a désigné pour être sur ce plateau avec nous. À tous donc, merci d'être au rendez-vous. En date du 2 février 2024, sous la plume de Aïcha Nsangou du quotidien Cameroun Tribune, nous apprenons, parlant du patrimoine routier, que le Cameroun dispose d'un réseau routier de 5 millions ou 121 873 km. Donc 8,7% sont bitumés, 15 km de route en terre, et puis il y a à peu près 93% des routes qui sont en cours de bitumage. C'est des chiffres un peu difficiles, mais vous allez les assimiler. Mais ces derniers temps, vous l'avez observé comme moi, il y a une série d'accidents de route. Hein. Beaucoup de points de rupture sur les routes principales, les routes municipales ou les routes régionales. Tout cela parfois nous amène à nous poser des questions. Ces accidents, ces ruptures, c'est le fait de l'homme, c'est la qualité des ouvrages. Comment vous expliquez cela? Je commence par Frégis, qui est un spécialiste de ce domaine-là. Vous publiez beaucoup sur la route. Oui, merci Séverin. Je voudrais, avant de répondre à votre question, essayer de apporter un éclairage sur les accidents dont vous parlez. Est-ce que accident de la route, c'est ce que vous appelez les points de rupture? Est-ce que lorsque vous parlez d'accidents de la route, ce sont des accidents de la circulation routière? Il faut que l'éclairage soit fait parce que chacun de ces éléments dépend d'un département ministériel particulier. Si on parle des accidents mais ils ont un point commun, la route. Ils ont un point commun, la route, effectivement. Quand un pont se coupe, c'est sur la route. Quand l'accident se produit, c'est sur la route. Mais parfois, peut-être par expérience ou par ignorance, nous disons c'est la route qui en est cause. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, aucune statistique aujourd'hui ne permet de dire que la route est la cause des accidents de la circulation. Et je pense qu'aujourd'hui, les dernières recherches montrent que l'homme est, du début à la fin, la cause des accidents de la route. Parce qu'on est rarement arrivé, à l'exception du cas de la route Boné-Poupa-Yabassi, où on a vu un véhicule de la mairie partir dans l'effondrement. On n'est jamais arrivé à un moment où, d'un moment à l'autre, la route s'est soulevée et a propulsé un véhicule vers un autre. C'est toujours une décision humaine qui a été prise à un certain moment et qui a donc causé l'accident. Je voudrais que cela soit clair. L'autre raison, c'est que lorsque on forme les conducteurs sur la conduite automobile, on leur dit très bien qu'il faut adapter sa conduite en fonction de l'état de la route. Aujourd'hui, on n'est pas obligé d'avoir une route bitumée. La norme veut simplement que l'état de la circulation permette de rouler à 50-60 km/h, que ce soit une route en terre ou une route goudronnée. La route suffit pour être considérée comme une route normale. Et donc, on a également observé que les routes nouvellement construites sont les plus exposées aux accidents de la circulation parce que les gens ont tendance à appuyer un peu plus sur le champignon. Maintenant, vous avez abordé la question de l'état de la route. On va largement revenir là-dessus, mais il faut dire que les ressources aujourd'hui disponibles ne permettent pas de couvrir les besoins exprimés. On parle des ressources, le budget du ministère des Travaux publics, c'est à peu près 500 et quelque chose de milliards. Ça couvre à peu près 26% des besoins. Donc on voit qu'il y a toujours un besoin de trouver un peu plus d'argent pour construire les routes. Donc il faut que les téléspectateurs de la CATV comprennent très bien qu'à un certain niveau, il n'y a pas le gouvernement n'est pas impliqué dans les accidents de la route et dans les points de rupture. J'ai dit à un certain niveau parce qu'il y a des... Je ne sais pas si... Justement, moi, je suis un peu surpris par le développement de Frégis parce que dire que la route, il n'est pas établi que la route soit cause des accidents. Je crois que même au niveau du ministère des Transports, c'est l'une des causes. On ne peut pas élarguer la route comme cause des accidents de la circulation au Cameroun. Figurez-vous que lorsque, par exemple, un pneu va éclater et que le véhicule se renverse à cause d'un nid de poule ou bien d'un nid d'éléphant, c'est bien aussi à cause de l'état de la route. Et moi, je ne suis pas d'accord qu'on dise qu'on doit adapter
la conduite à l'état de la route. C'est un peu encourager les pouvoirs publics à ne pas faire ce qu'il faut faire pour faciliter la mobilité des personnes et des biens. Parce que qu'est-ce qu'on réclame? Qu'est-ce que le public veut? C'est avoir des bonnes routes pour pouvoir bien circuler. Il faut dire au pouvoir public qu'on a besoin des bonnes routes pour pouvoir circuler parce que la mobilité est un droit, le droit d'aller et venir pour les êtres humains et même des biens, parce que si on ne transporte pas les biens, il y aura un problème. Mais au niveau des accidents, on ne nie pas que la cause humaine est la principale, mais on ne peut pas refuser que la route soit l'une des causes secondaires. Et parmi d'autres causes, je suis d'accord à ce niveau, il y a que la décision humaine qui fauche des vies sur nos axes routiers. Et il y a un problème de formation. Tout à l'heure, dans votre introduction, vous avez parlé, quand on regarde ces camions, ces conteneurs qui tombent, on ne sait pas si les conducteurs sont aptes, les conducteurs de ces engins. Je ne sais pas s'ils sont formés suffisamment pour savoir que lorsqu'on transporte un bien, on doit faire attention parce que cela peut faucher des vies. Je ne sais pas s'ils sont suffisamment formés à la protection et à la sécurité routière à ce niveau-là. Et on ne nie pas également, et ça devrait interpeller pas seulement le ministère des Transports, pas seulement le ministère des Travaux publics, mais tous les Camerounais, parce que lorsque le gars est assis aujourd'hui, je pense que les accidents de la route constituent la deuxième cause de mortalité au Cameroun après juste derrière le paludisme. Et tout le monde doit s'y mettre pour lutter en synergie contre les accidents de la circulation au Cameroun. Donc, je voulais juste apporter une précision. J'ai parlé Peut-être de qu'on recherche. va d'abord écouter Aurélien qui s'impatiente un peu sur la question. Vous allez reprendre la parole, Frédéric. Oui, c'est vrai. C'est difficile de dire que la route n'est pas la principale cause des accidents. Si vous regardez nos routes aujourd'hui, je prends la nationale numéro 1 par exemple, j'oublie la dernière ville de Bertola, qui va vers le nord. Vous prenez la nationale numéro 7 ici, là. Vous prenez la nationale numéro 7, Kribi, la route de Kribi, à Kribi. Il vaut mieux appeler comme ça parce que quand vous dites nationale, beaucoup de gens ne se retrouvent pas. D'accord. La route quand vous dites route Kribi, on comprend. D'accord. Et il y a Kribi, vous prenez la route qui va à l'est, là, numéro 10. Ces routes, quand vous les regardez, elles ont été construites à une époque où le trafic était moins dense, moins intense. C'est-à-dire que la route qui va au nord, à l'extrême nord aujourd'hui, quand vous regardez son étroitesse, c'est une route qui a été construite à un moment où on pouvait recevoir, bien accueillir 5 ou 10 véhicules en une journée. Et ces véhicules n'étaient pas les mêmes véhicules aujourd'hui où nous avons des véhicules avec des moteurs beaucoup plus costauds. Aujourd'hui, la donne a changé. En fait, on doit repenser nos routes. Une route a une norme. Et lorsque la route est en mauvais état, vous ne pouvez pas y rouler à 200 km/h. Vous ne pouvez pas y rouler à 100. Vous adaptez. Ce n'est même pas à l'État de le dire. L'automobiliste qui a eu une formation normale doit se rendre compte que l'état de la route est mauvais et l'adapter. On ne le dit pas. Quand on le dit, on ne dédouane pas l'État, mais on dit que d'abord, pour des normes de sécurité personnelle, il faut réadapter la conduite. Aujourd'hui, on a parlé de la route nationale numéro 3, Yaoundé-Douala, Idenao, qui, sur certaines portions, sur certaines sections, est en mauvais état. Cela ne veut pas dire qu'à partir de là, vous allez continuer à garder les 80-90 km/h parce que vous dites que c'est à l'État de venir arranger la route, il faut qu'on continue à rouler avec la vitesse qu'on veut. En fait, il faut adapter la circulation à l'état de la route. Ce n'est pas une norme gouvernementale. Qu'est-ce qui doit faire qu'on adapte la circulation à la route? Ce sont des panneaux de signalisation. Il faudrait donc dans ce cas-là que l'administration chargée de mettre des panneaux puisse le faire. C'est même difficile. Hein, et que l'automobiliste sache que non, il y a un obstacle là. La question des panneaux est encore très pertinente parce que même là où les routes sont nouvellement construites et que la signalisation on ne respecte pas la signalisation. C'est même difficile. Il faut qu'au moins sur les questions de base, qu'on soit d'accord, qu'on ne respecte pas les signalisations. C'est pour ça qu'on parle de la cause humaine depuis. La route ne tue pas. La route ne tue pas. Non. Écoutez, on va laisser le directeur général s'exprimer sur la question. Parce que très souvent, ce que nous faisons, c'est que nous indexons ces administrations chargées peut-être à la fois du transport, à la fois des travaux publics, sans toutefois parvenir à dissocier les responsabilités. Monsieur le directeur général, quand on dit la route fait des accidents au Cameroun, vous vous dites, c'est Trump, c'est lui qui parle là?
Merci de me permettre de dire quelque chose dans ce débat. La première des choses, s'agissant des accidents de la circulation, et vous avez évoqué des cas récemment connus sur nos axes routiers, nous allons d'abord avoir une pensée pieuse pour les victimes de ces accidents-là et puis adresser les condoléances aux familles. Cela dit, je crois que Bertrand l'a dit, hein, le débat sur les causes des accidents, ce n'est pas un débat nouveau. Ce n'est pas parce qu'on vient de connaître quelques accidents qu'on va remettre. Des études ont été faites et la principale cause, c'est la cause humaine. Ça, il faut déjà que nous nous accordions tous sur cet aspect-là. Les statistiques sont claires. Je crois que la cause humaine est autour de 85%. Après, on a l'état des véhicules et enfin l'état de la route. Donc, on ne peut pas mettre l'état de la route en avant. C'est une évidence parce que même sur les meilleures autoroutes, on connaît bien des accidents. Est-ce qu'à ce moment, on va dire que c'est parce que la route n'est pas bonne? Donc, on ne cherche pas à dédouaner les pouvoirs publics qui doivent avoir un état routier en bon état, qui doivent avoir des routes en bon état, mais il faut d'abord reconnaître les faits parce que pour trouver des solutions à un problème, il faut d'abord bien l'analyser et voilà un peu le premier commentaire que nous pouvons faire par rapport à cette question. Oui, on peut bien, votre classification, je ne la conteste pas, mais on verra bien. Elle n'est pas la mienne, hein, c'est des études. Oui, je suis d'accord, et même les dernières classifications, les dernières classifications disent qu'une route qui n'est pas bien entretenu ne l'est pas parce qu'un homme derrière ne l'a pas entretenu. Et aujourd'hui, moi je fais des recherches, on a un observatoire, tu le sais, sur la route. Et aujourd'hui, on dit que la cause humaine est la cause unique. Parce que si la voiture n'est pas entretenue, c'est un homme. Si la route n'est pas entretenue, c'est un homme. S'il n'y a pas de signalisation, c'est un homme. Vous parliez de philosophie tout à l'heure. C'est un homme. Non, ce sont des statistiques. Vous êtes en train de faire la philosophie maintenant. C'est pas la philo. Mais je voudrais qu'on entre un peu, c'est vous qui avez parlé terre à terre. Lorsqu'on parle de causes, de l'état des véhicules en deuxième position, je vous prends un exemple. Beaucoup de véhicules sont amortis à cause de l'état de la route, plus vite que d'habitude, oui. Plus vite que prévu à cause de l'état de la route. Si vous prenez Yaoundé-Douala, il est difficile de faire cet axe sans trouver un camion garé. Peut-être il est garé à cause de l'état, il est en panne, il est garé à cause de l'état de la route. Et c'est parce que l'état de la route l'a rendu, l'a immobilisé, qu'il sera responsable d'un accident plus tard. Parce qu'il y aura un autre conducteur qui viendra et n'aura pas su qu'il y a un camion garé et du coup, il peut avoir l'irréparable qui se produit. Donc, si on analyse profondément, on verra quelque part que non. La route, on ne dit pas quelle est la principale cause. Là, nous sommes d'accord, mais elle est l'une des causes des accidents mortels au Cameroun. Et ça devrait pouvoir, on le dit, pour inciter les pouvoirs publics à se pencher également sur cette cause-là. Parce que si on s'appuie seulement sur l'homme, sur la formation, sur l'état des véhicules, ceux qui sont chargés d'entretenir ou de construire des routes peuvent croire qu'ils n'ont aucune responsabilité lorsqu'il y a un accident qui se pose. Peut-être on ne va pas dire qu'il n'y a aucune responsabilité, mais je crois que le message important, c'est d'abord de sensibiliser l'homme, parce que c'est lui l'acteur central. C'est le conducteur qui doit adapter sa conduite à l'état de la route. Ça, il faut d'abord que ce message... aussi que nos routes sont des mouroirs. Non, il ne faut pas le dire comme ça, parce que si on ne passe pas le bon message, on va continuer à avoir des accidents tout le temps. Non, il faut déjà que le conducteur sache qu'il adapte sa conduite à l'état de la route. Monsieur, on vous a pris l'exemple... Combien coûte l'huile de carburant? On doit savoir que l'huile de carburant est en cher et que nous avons des véhicules qui sont de plus en plus performants. Il faudrait aussi que nous ayons des routes qui... Ils sont adaptés à ces véhicules, à ces chauffeurs. François, vous êtes un opérateur, un acteur économique. On suppose que vous êtes rationnel. Vous n'achetez pas un bien sans savoir comment l'utiliser. Vous n'achetez pas d'abord votre gros véhicule sans vous rendre compte qu'il n'y a pas de route. C'est vrai, qu'est-ce qu'il faut faire? On revient il faut tenir compte de l'environnement dans lequel le véhicule va circuler. On revient dans les pour les 2 chevaux, on arrête le débat. C'est pas ce que j'ai dit, mais j'ai dit quand même qu'on devrait tenir compte de ces paramètres-là. C'est vrai. Encore que quand on dit qu'il n'y a pas de route, moi je crois que c'est un peu exagéré. Vous l'avez dit tantôt, on a un linéaire de 121 000 km. C'est déjà beaucoup comme linéaire. Si vous regardez les pays... La route de l'Est, vous l'avez compté. Non, 121 000, c'est l'ensemble, c'est le linéaire total. Et si vous regardez, n'existe plus. Et si vous regardez des pays de développement semblables, rares sont ceux qui atteignent déjà en termes de quantitatif ce volume de route.
à dire on ne fait pas une étude quantitative, on aurait voulu une étude qualitative. On va y arriver. Avant, quand je préparais cette émission, j'ai fait un peu de recherche et suis tombé sur les travaux de la conférence semestrielle des responsables du ministère des Travaux publics, c'était au mois de janvier. Il est établi que la situation du réseau routier de notre pays s'est améliorée d'année en année avec l'intensification des investissements dans la réalisation des projets routiers. Et semble-t-il, c'est peut-être ce que le directeur général disait tout à l'heure, nous avons franchi la barre de 10 000 km. 10 000 km de route bitumée. De route bitumée. Tout à fait. Alors, est-ce que dans l'esprit du Camerounais qui nous écoute, du citoyen qui nous écoute, est-ce que ça se vit, ça se voit au ministère des Travaux publics? Quand vous dites ça, vous parlez à vous-même ou vous parlez aux Camerounais? Non, bien sûr que nous parlons pas à nous-mêmes, puisque ça se voit. Et il y a des nouvelles routes qui sont construites, cela est indéniable. Si on prend le cas de l'autoroute, les 60 premiers kilomètres, c'est une nouvelle construction. Il y en a plusieurs, on peut citer Bacheng-Antui, on peut citer Babadjou-Bamenda qui est en construction, il y a beaucoup de projets qui sont en construction. Il y a beaucoup de routes nouvellement construites. Donc, lorsqu'on dit que nous avons 10 000 km de routes, c'est vérifiable. On peut vous sortir le détail de ces 10 000 km de routes bitumées. Et vous voyez qu'en un espace d'une quinzaine d'années, nous sommes passés à un linéaire d'à peu près 5 000, 6 000 km de routes bitumées à plus de 10 000 km de routes bitumées. Donc moi, je crois que des efforts... Vous comptez dans ce kilométrage Douala-Bafoussam. Bien sûr que Douala-Bafoussam, c'est une route bitumée qui fait actuellement l'objet de travaux d'entretien confortatif. Et pour cette route, la reconstruction est envisagée dès l'année prochaine pour la route que vous avez citée, Douala. C'est-à-dire que, monsieur le directeur, les chiffres doivent être remis à jour en attendant que les routes soient réhabilitées. Parce que quand je vois, c'est quoi, Ayos, à Bomban. Non, monsieur le directeur, enlevez cette linéaire-là. Quand vous prenez Edé Akribi, vraiment, monsieur le directeur, enlevez cette route. Elle n'est pas bitumée. Mais la classification, ce n'est pas le bon vouloir du ministère des Travaux publics. Quand on dit qu'une route est bitumée, on sait ce que ça veut dire, on sait ce à quoi ça renvoie. Parce que la route, c'est une succession de couches juxtaposées, n'est-ce pas? Donc, si on dit la route est bitumée, c'est parce qu'on est passé de l'état d'une route en terre. On a pris la peine de mettre plusieurs couches de construction, une couche de base, une couche de roulement. Maintenant, s'il arrive que la couche de roulement présente quelques dégradations, cela n'enlève pas le qualificatif de route bitumée à cette route. Ça devient de la pure politique. Non, c'est la science en fait. C'est pas des normes propres à notre pays. C'est universel. Est-ce que vous pensez que même dans les pays développés, il n'y a pas de nids de poules? Même dans les pays... Ils sont beaucoup plus rares que sur... Non, mais ils ne sont même pas rares. Encore que ce sont je peux vous citer des exemples. Il y a des pays développés, on ne va peut-être pas les citer, où chaque fois qu'il y a la neige, on reprend tout dès la fin de la neige. Dès qu'il y a le dégel, on reprend à zéro le bouchage des nids de poules sur les axes. Et ça, c'est dans les grands centres urbains. Voilà, vous parlez là, et vous montrez très bien qu'il y a un effort d'entretenir ce qui existe. Tout comme ici. Mais si l'on prend pendant les travaux, actuellement, Gaoundé et Garoua fait l'objet de travaux en régie, travaux d'entretien en régie. Et on a laissé que cette route se dégrade profondément sans vraiment attendre, si on peut le dire comme ça, chercher à réhabiliter. Bon, peut-être qu'on aurait dû le dire au tout début, n'est-ce pas? La route, c'est un bien commun. Et la valeur patrimoniale de notre route, parce que ça, c'est l'un de nos plus importants patrimoines, on le dit souvent pas assez. C'est-à-dire qu'en termes de patrimoine dans ce pays, la route est les routes représentent plus de 7 000 milliards de francs CFA en termes de valeur patrimoniale. Et dans les normes, pour entretenir un tel patrimoine, il faut investir annuellement entre 10 à 20%. Pour l'entretien, pas pour les constructions de routes nouvelles. Quand on dit entre 10 à 20%, ça vous fait entre 700 milliards et 1400 milliards. C'est vrai que les pouvoirs publics font beaucoup d'efforts pour entretenir nos routes, mais force est de constater qu'il faut encore en faire plus. Donc là, il faut déjà bien poser les bases pour comprendre en fait dans quel environnement nous évoluons et nous essayons de faire le mieux avec peu, comme aime le dire le ministre des Travaux publics. C'est quand même la route qui dessert le corridor Douala-N'Djamena. Justement, qui sera reconstruite très bientôt. Pendant la conférence semestrielle, le ministre reconnaissait que le gros problème qu'on a, c'est celui de l'entretien. On est d'accord qu'il y a des efforts qui sont faits pour que nous ayons des routes nouvelles, mais celles existantes ont parfois
un visage pas très reluisant. C'est ce qui fait penser qu'on n'avance pas. Le cas de Ngaoundéré-Garoua. Oui, la route a une durée de vie, en fait. La route a une durée de vie. Ça peut même aller jusqu'à 20 ans. Mais si on prend le cas des routes que nous citons, elles ont plus de 40 années ou 30 années minimum depuis la construction. C'est des routes qui ont été construites dans les années 80, 90. Donc, si on avait eu la ressource suffisante, on n'aurait pas attendu pour réhabiliter ou reconstruire ces routes. Vous voyez un peu, parce qu'il faut tenir compte de tous les paramètres. Avec les ressources budgétaires, notre espace budgétaire, vous savez qu'il est fortement contraint. Il n'y a pas que les routes. Et même, on met déjà beaucoup dans les routes. Même si ça reste insuffisant, on met beaucoup dans les routes, ça il faut le reconnaître. Donc, on aurait dû entamer les réhabilitations de nos axes principaux, nos principales routes nationales qui ont été construites depuis plus de 30 à 40 ans. On aurait dû entamer ces réhabilitations il y a 5, 10 ans. Mais le processus est en marche. Vous avez cité Douala-Konsamba. Pas plus tard que la semaine passée, un bailleur de fonds, la BID, pour ne pas la citer, était sur le terrain. Nous envisageons démarrer les travaux l'année prochaine. Douala-Yaoundé, nous sommes dans un processus de négociation de financement également pour la reconstruction. Ngaoundéré-Garoua, on est très avancé avec la Banque africaine de développement. Donc en réalité, toutes ces routes-là sont suivies et font l'objet d'une programmation pour des interventions. On aurait pu vous applaudir. Vous êtes d'accord avec le rythme de l'entretien de nos routes? Quand nous parlons de nos routes, peut-être que M. le directeur général va nous spécifier tout à l'heure aussi, ce qui nous gêne souvent, ce qui gêne souvent la population, c'est que vous faites une différence entre route municipale, route régionale, route communale. Voilà. Le citoyen veut circuler sur une route qui est en bon état. En bon état. On n'a pas besoin de connaître et parfois on vous attribue des torts qui ne sont pas les vôtres. Alors est-ce que du point de vue de l'entretien de nos routes d'une manière générale, est-ce que vous êtes d'accord avec le rythme? Non, je ne suis pas d'accord avec le rythme et il y a des raisons à cela. Aujourd'hui, on est en train de demander qu'un déplafonnement des fonds alloués au fonds routier soit fait. Le fonds routier, c'est à peu près 45 milliards, je passe sous le contrôle, monsieur le directeur général des travaux d'infrastructure. Ça ne suffit pas pour entretenir toutes les routes. Quand on dit ça, ce n'est pas pour dédouaner le gouvernement, c'est pour donner ce qui est. Maintenant, est-ce que le rythme peut aller lorsqu'on n'a pas la ressource suffisante? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le rythme puisse aller? On peut faire ce qu'un ministre comme M. Luc Montazé a dit un jour à l'issue d'une réunion de cabinet, c'est qu'on réduise le volume des infrastructures en cours de construction ou en cours d'entretien. Il y a aujourd'hui à peu près 25 projets en cours de réalisation, monsieur le directeur. Peut-être beaucoup plus. Hein. Peut-être beaucoup plus. Donc on a trop de projets. Lors de la dernière revue des projets, je ne vous coupe pas, on a passé en revue 62 projets, voilà, en revue de septembre. Donc on a trop de projets en cours, sauf que les projets sur lesquels les populations ont le plus le regard ne bénéficient pas de travaux ou alors ne font pas l'objet d'avancées concrètes. Vous savez ce qui s'est dit sur ACOM 2 par exemple? ACOM 2 qui est un projet confié à une entreprise italienne et jusqu'à aujourd'hui le projet peine à évoluer. Donc est-ce que sincèrement on peut demander à un homme qui n'a pas de ressources de continuer à nourrir ses enfants comme cela doit se comme les règles? Oui, mais peut-être au-delà des ressources, hein, je crois que on a pris conscience d'un certain nombre de choses et nous avons élaboré des stratégies. Par exemple, on a une stratégie d'entretien durable des routes en terre. Pourquoi on l'a élaborée? Justement parce qu'on a pris conscience que les ressources ne nous permettent pas de faire un entretien normal. Alors, la stratégie d'entretien durable des routes, elle consiste en quoi? Elle consiste des routes en terre. Elle consiste à intervenir d'abord sur les points potentiels de rupture ou sur les points de rupture. Après cela, nous faisons l'assainissement des routes avant d'envisager éventuellement améliorer les couches de roulement qui renvoient au confort de circulation des usagers. Parce qu'on n'a pas l'argent pour tout faire, on a élaboré des stratégies, on a recours à des matériaux innovants, à des produits stabilisants. Donc, face à la réalité que nous vivons, nous développons des stratégies pour pouvoir avancer. En réalité, on ne vous reproche pas de ne pas avoir des stratégies. Le problème, c'est que parfois, vous en avez trop.
Non. Parce que pourquoi trop? Si les ressources sont limitées, pourquoi ne pas se concentrer sur l'essentiel? Est-ce que c'est utile de multiplier le nombre de kilomètres de routes bitumées? Chaque Camerounais veut aller à l'école. Chaque Camerounais veut aller à l'hôpital. Chaque Camerounais veut aller au marché, n'est-ce pas? Chaque Camerounais veut écouler ses productions. Pourquoi ne pas terminer avec un chantier avant de démarrer un autre? Et même nous ne faisons pas tout. Ça permettra d'utiliser les ressources de manière rationnelle. Nous ne faisons pas tout. Nous avons un cadre de dépenses. Voilà, je ne voudrais même pas rentrer sur, peut-être on va y arriver, sur le coût même on va parler du coût. On va y arriver. Moi, je m'associe. Quand on parle de manque de moyens, c'est quoi? Lorsqu'on met une route... Non, mais Aurélien, on a quand même un environnement financier international qui est... Je suis très d'accord. Je suis d'accord. Bon, si à l'international, c'est difficile au Cameroun. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas... Ça, il faut le reconnaître. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Les différentes crises du tout. Vous prenez la route, j'aime bien la citer, la route de l'Est. Pour arriver à Berthois, c'est environ 2 à 3, je crois que c'est 2 points de péage. 2 péages. Combien donne un péage routier par jour? Les péages routiers produisent beaucoup d'argent. Oui, mais il ne faut pas qu'on entre dans ce chantier. On se gardera la répartition des recettes des péages, comment c'est parti. Parlons des routes. Hein. Voilà. En fait, quand je parle de péage, c'est pour dire quoi? On ne devrait même pas trop parler des moyens financiers, à moins qu'on me dise que l'argent des péages est orienté vers autre chose. Sinon, on sait que les péages... Nous n'avons pas ça, on n'a pas ça sur la table. Parlons un peu de la principale ressource du fonds routier, les péages. Voilà. Alors, comment, si on sait combien à peu près peut donner un péage routier par jour, au moins en une année, on ne peut pas quand même tomber dans ce problème de financement des routes avec rien que dire la route de l'Est, par exemple, avec ce qu'elle produit, où les péages peut s'auto-prendre en charge, à moins qu'on me dise que l'argent des péages est orienté à autre chose. Là, je peut-être qu'il faut recentrer un peu. Les déperditions et autres, c'est peut-être pas l'objet de notre débat. Nous partons sur la ressource disponible et sur les besoins. C'est ça qui fonde notre argumentaire. Quelle est la ressource disponible et quels sont les besoins exprimés? Bertrand l'a dit tout à l'heure, on est autour de 30, disons 40% des besoins exprimés. Donc il y a déjà un gap important. Il ne faut pas tout embrasser aussi, M. le directeur général. Et voilà, rationaliser votre travail nous le faisons, efficace. Nous le faisons, parce que quand on dit tout embrasser, non, nous n'embrassons pas tout. Et même être proactif en matière d'entretien. Tout à l'heure, vous aviez dit que Ngaoundé Garoua a été construit il y a une trentaine d'années. Mais la proactivité... Si on savait que depuis 10 ans, on aurait dû commencer à voir comment est-ce qu'on réhabilite cette... Il a fallu qu'il y ait plusieurs mois. Non, c'est pas faute de le savoir, mais maintenant, je l'ai dit, l'espace budgétaire, il est contraint. Donc important de lancer de nouveaux chantiers? Alors qu'on sait très bien qu'il fallait... Vous savez, nous avons une stratégie... Nous avons une stratégie nationale de développement qui est validée et adoptée par le gouvernement. Cette stratégie, sur une période de 10 ans, 2020-2030, prévoit la construction de 6 000 km de routes. Ça fait une moyenne de 600 km par an. Donc, il y a des programmes, il y a des plans. Nous n'inventons rien. Moi, je comprends. Il y a des stratégies de développement qui sont... Toutes ces politiques sont bonnes. Voilà. Ce que nous voulons, je voudrais bien quand je prends mon véhicule pour aller à Kribi que je trouve qu'elle est bonne et qu'elle peut circuler. Bon, nous ne sommes pas des économistes, mais je crois aussi que tout le monde sait que l'État ne peut pas arrêter d'investir. Ça, c'est clair. Même l'entretien fait pas des investissements, j'imagine. Le 15 octobre 2024, la Journée mondiale de la femme rurale nous a offert la possibilité de célébrer et de reconnaître le rôle essentiel des femmes rurales dans l'agriculture et la sécurité alimentaire. Ces femmes représentent, dit-on, 40% de la main-d'œuvre agricole mondiale et transforment 80% des produits agricoles en Afrique. Nous allons regarder les éléments compilés par la rédaction TV. Je suis fière. En tant que femme rurale, je reconnais que le Cameroun reconnaît la femme rurale. Nous sommes dans la joie qu'on ait des moyens pour bien agrandir nos champs. Nous cultivons, mais nous n'avons pas de routes pour transporter nos produits. Chaque fois, nous utilisons nos mains. Ce n'est pas facile.
J'ai vu le dynamisme des femmes qui vivent en milieu rural, que ces dames, ces femmes qui travaillent très dur ne désespèrent pas. Nous sommes dans l'import-substitution, elles vont pouvoir tirer profit de leur dur labeur au quotidien. Nous parlons de l'autoroute Yaoundé-Douala. C'est l'un des projets phares qui a été discuté lors des récentes rencontres entre le Cameroun et la Chine. Il vous souvient que lors du 4e forum sur la coopération sino-africaine qui s'est tenu du 4 au 6 septembre dernier à Beijing, le président Paul Biya avait appelé à une intensification des investissements chinois dans les infrastructures routières au Cameroun. Et dans cet environnement, donc, il est annoncé la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala qui vise à améliorer la connexion entre les deux grandes métropoles du pays, Yaoundé-Douala, tout en fluidifiant les échanges au sein de la sous-région de l'Afrique centrale. Les travaux permettront, nous signale-t-on, de renforcer les corridors Douala-N'Djamena, Douala-Bangui et Douala-Brazzaville, améliorant ainsi le transport et le transit. Mais alors, le coût total estimé pour la phase 2 est de près de 880 milliards de francs CFA. Les travaux seront réalisés selon un contrat, dit-on, à prix unitaire permettant à l'entreprise d'être rémunérée selon les prestations effectuées. Monsieur le directeur général, chers confrères, vous qui êtes là, quand on entend ce chiffre, on a un peu le tournis. 880 milliards, ça fait peur. C'est même 899 milliards en hors taxe. Voilà. Mais je crois qu'on ne doit pas avoir le tournis, on ne doit pas avoir peur des chiffres. Il faut essayer de regarder ce que ce coût comprend. Et première précision, c'est une estimation. Ce n'est pas encore un coût arrêté parce que nous sommes... Ça peut aller au-delà. Ça peut descendre parce que c'est l'instruction qui a été permanente du ministre des Travaux publics, ramener le coût à la baisse. C'est une estimation parce que nous sommes en conception-réalisation. Ça veut dire qu'on va faire des études de niveau détaillé pour mieux cerner le coût de ce projet et même les caractéristiques du projet. Mais d'emblée, on peut déjà dire que les 899 milliards de l'estimation, c'est 141 kilomètres de voies autoroutières, donc en un profil 2x2 extensible à 2x3, ça veut dire une plateforme de 33,5 mètres. C'est beaucoup d'ouvrages d'art. Nous avons plus de 2000 mètres linéaires de ponts à construire. Nous avons des passages inférieurs et des passages supérieurs, une centaine, parce que vous savez, l'autoroute, il n'y a pas de croisement à niveau sur une autoroute. Nous avons des déblais, nous avons des mouvements de terre. Donc, en fait, il faut chaque fois essayer de voir à quoi renvoie le coût. Et au-delà de ça, notre autoroute, elle est faite en matériaux, on dira, assez nobles. Parce que vous avez une autoroute où vous avez une couche de forme qui est déjà en grave concassé, 0,315. On a des pays où la couche de forme, elle est en graveleux naturel. Lorsqu'on remonte un peu au-dessus, la couche de fondation, on a déjà des enrobés à modules élevés. Ailleurs, ce n'est pas forcément le cas. Donc, l'instruction que nous avons reçue, lorsqu'on fera les études, on va voir ce qui peut être optimisé. On vise une autoroute de durée de vie de 20 ans, mais s'il se trouve que parce que la durée de vie nous induit aussi un dimensionnement approprié pour pouvoir atteindre cette durée de vie. Mais s'il arrive qu'on se rende compte qu'avec les ressources disponibles, il faut peut-être être moins ambitieux, nous avons reçu instruction du ministre des Travaux publics d'adapter à la réalité de nos moyens. Ça, c'est peut-être l'autoroute Yaoundé-Douala. Ce serait le bel exemple qu'on va avoir. Mais on se pose parfois des questions, autant d'argent, et on regarde l'état de certains axes routiers, on s'est dit comment ça se fait. Et on a tendance aussi, vous le partagez avec moi, on a tendance parfois à comparer ce qui se fait ailleurs. On estime qu'ailleurs, l'entretien ou la construction des routes, ça coûte moins cher parce qu'ils trouvent des matériaux plus adaptés. Tout cela, il faut qu'on comprenne. Bon, sur la route, je pense que je suis parmi les journalistes les plus à la plume la plus acerbe contre le ministère des Travaux publics, mais il faut que le problème des Camerounais... Vous dites ce que vous pensez, oui. Vous dites la vérité. Le problème, c'est qu'à un moment donné, pas du tout, au contraire, justement. Il faut qu'on comprenne un certain nombre de choses. La comparaison, elle n'est pas possible.
On a souvent fait la comparaison avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire construit des routes, le Cameroun construit des routes, des hôpitaux, des écoles, met des points d'eau, etc. Sur l'autoroute, monsieur le directeur il disait tout à l'heure, c'est 141 km avec un profil en travers type de 2x2 voies. Moi, j'ai fait les calculs. On est au gros mot sur l'ensemble autoroute avec les bretelles sur quelque chose comme 600 km. 141 km x 4, on ajoute les bretelles. Je n'ai pas compté les passages à niveau, je n'ai pas compté les ouvrages d'art. Donc, on est à presque 600 km de route à construire. Et comme on le voit sur les autres sections autoroutières, les villages avoisinants bénéficient d'un nombre d'aménagements socio-économiques. Il y a des infrastructures où on construit même des marchés. Ça, c'est ce que fait l'État avec ses entreprises et je pense que c'est une bonne chose parce que, comme on le dit, là où la route passe, le développement suit. Et on dit aussi parfois que la route suit le développement. Donc, cette question de comparaison, on ne peut pas la faire à ce niveau. Mais il y a un autre niveau, peut-être au niveau de la conception des projets, qui peut porter à interrogation. C'est que si le Cameroun n'a pas d'argent, il peut simplement négocier avec des pays qui souhaitent investir et donc laisser que ça soit en PPP, l'autoroute c'est en PPP, mais il y a les PPP BOT où l'entreprise va construire, mettre en exploitation et tirer ses revenus comme ce que l'on a fait sur l'autoroute Kribi-Lolabé. Ça permettrait que le contribuable, qu'Éric Boniface et moi, on ne mette pas l'argent, on n'utilise pas nos impôts pour construire la route. C'est la formule de l'Afrique du Sud. Sauf que maintenant, on l'a vu envisageables. Avec l'autoroute Kribi-Lolabé, lorsqu'il s'agissait d'évaluer les coûts du péage, il y avait une certaine frayeur lorsque les prix ont été annoncés de 2000 francs le prix du péage. Donc il faut que nous, Camerounais, nous sachions raison garder. Est-ce qu'on est prêt à concéder notre infrastructure à une entreprise ou un groupe d'entreprises étrangers qui viendraient investir, tirer ses revenus et nous rétrocéder l'infrastructure? Si c'est le cas, il faut bien qu'on tienne compte de ce qu'elle doit rentrer dans ces fonds et donc augmenter peut-être le coût du péage qui est actuellement de 500 francs. Maintenant, est-ce qu'on veut tirer les ressources de nos fonds propres pour construire l'infrastructure? Si c'est le cas, où est-ce qu'on va trouver cet argent? Parce que je rappelle que sur la section autoroutière, la phase 1 de l'autoroute Yaoundé-Douala, qui s'arrête avant Boumiébel, on a toujours des dettes avec l'entreprise qui construit les travaux et c'est elle qui a encore été contractualisée pour la phase 2. Donc, une fois de plus, on n'a pas de ressources pour construire les routes. Et donc, on doit tenir compte de cela avant de porter... C'est parfois ce qui justifie les délais. On fixe les délais au départ. On est sur le lancement de la phase 2 là. On espère qu'on va respecter les délais, peut-être. Hein, donc voilà, pour peut-être dire un dernier mot sur les coûts des infrastructures, il faut juste viser le juste prix en fait. Parce que dire que c'est trop cher, c'est pas cher... Il faut qu'on sache ce qu'on compare, comme Bertrand le disait tantôt. On ne va pas citer des pays, mais tout le monde est libre d'aller peut-être sur le net et de regarder, comparer les structures de chaussées, comparer les largeurs de plateformes, pour se faire une idée. Maintenant, pour ce qui est de la durée de vie, on peut aussi également se renseigner. Les projets autoroutiers, c'est des projets complexes. Généralement, dans le monde, on fait des autoroutes entre une durée de 3 à 10 ans, parfois même 15 ans, parce que c'est des projets complexes. Il faut que les gens l'intègrent. Bon, la première phase, c'est vrai, nous-mêmes, nous l'avons trouvée un peu longue et nous envisageons de faire beaucoup mieux pour cette phase-ci. Les délais annoncés pour cette phase, c'est 36 mois. Donc, 8 mois de conception et 28 mois de travaux. Cela implique évidemment qu'on ouvrira plusieurs fronts de travaux. Pour les ouvrir, il faut que la question d'acquisition foncière, donc de libération d'emprise, soit réglée, entre autres. Donc voilà un peu quelques éléments qu'on peut évoquer. Disons des vérités, le Cameroun fait partie de l'un des rares pays en Afrique où on n'a pas peur des chiffres. Vraiment, quel que soit le projet infrastructurel élaboré, on n'a pas peur des chiffres. François, mais on vous a dit que les chiffres là renvoient à quelque chose. Non, mais je me dis, quand j'écoute monsieur le directeur, je comprends très bien. Je me dis que ce problème des chiffres est lié au fait qu'on fait confiance des parents, on dit, bon écoutez, même si on met à 10 milliards de kilomètres, bon, la Chine viendra construire et sauront comment même ils vont récupérer cet argent-là, c'est pas nous. Non, c'est pas des dons. Et vous comprenez, oui, c'est pas les dons, effectivement. Comment on peut me dire qu'on donne
une route, la Chine de construire. La Chine construit des routes chez elle à un prix beaucoup plus réduit. Et ce sont des bonnes routes. Hein. Arrivé ici au Cameroun, on me dit que la route devient beaucoup plus chère parce que et pourtant c'est la Chine. Excusez-moi, mais il faut déjà vérifier ce que vous dites parce que nous avons aussi des données où on a des kilomètres de route qui coûtent beaucoup plus cher qu'ici. Mais comme je dis, il ne faut jamais comparer comme ça. Mais parce que je vais prendre un autre exemple. Non, je vais prendre un exemple. Vous avez des autoroutes à 18 voies dans certains pays. 18 voies. Oui. Donc vous imaginez un peu la plateforme. Si on dit simplement 1 kilomètre de route coûte tant, est-ce que vous tenez compte du nombre de voies que contient ce kilomètre de route? Est-ce que vous allez tenir compte des ouvrages d'art qui seront construits plus tard? Est-ce que vous allez tenir compte même du type de matériaux utilisés? Donc, on l'a dit, comparaison n'est pas raison, ne faisons pas des comparaisons, sauf si nous voulons comparer exactement les mêmes choses. Parce que nous ne devons pas perdre aussi nos auditeurs. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on ne compare pas. Par contre, peut-être, juste pour terminer, juste pour voir chuter, si on fait le meilleur choix. Non, je dis, si on veut comparer... Si d'autres ont pu réaliser, il est important de comparer pour voir comment ce qu'ils ont pu faire. Comparons dans les mêmes choses. Quand tu dis qu'on n'a pas peur des chiffres, c'est parce qu'au Cameroun, on a justement l'impression qu'on se dise, on ne veut pas, à un moment, on se plaint qu'il n'y a pas seulement de ressources disponibles, mais on est enclin à faire comme si on avait des beaucoup ressources d'argent illimitées. Non, on l'a jamais dit. Il faut être réaliste. Donc, on peut comparer pour voir si d'autres ont pu faire. Est-ce que nous ne pouvons pas, par rapport à nos moyens, d'abord nous contenter de comment on a pu faire à X endroit. Vous enfoncez une porte ouverte. Je vous ai dit qu'on a reçu... Et autre chose, sur la qualité, vous citez, vous faites allusion de plus en plus à la qualité. Je me souviens, il y a quelques semaines, je crois qu'on a demandé que les gros porteurs ne circulent plus, ou certains types de véhicules ne circulent plus sur la première section de l'autoroute Douala-Yaoundé. Mais ce n'est pas lié à la qualité. C'est lié, c'est lié à l'incivisme des usagers. Bon, ça, il y avait déjà des accidents, voilà. des barrières de péage qui sont cassées, des glissières de sécurité. Ça, c'est l'incivisme. Ça a quand même laissé croire que peut-être l'ouvrage, s'il est utilisé... Non, c'est pour ça que... En même temps, moi, j'ai le communiqué avec... C'est pour ça que nous apportons cette précision. Les dégradations sont dues aux accidents causés. Aux accidents qu'on estime qui ne devaient pas avoir lieu. Lorsque vous allez casser une barrière de péage, c'est quoi le problème? Donc, c'est lié à l'incivisme. Et ça, il faut aussi peut-être qu'on dise un mot sur l'incivisme. Pour des choses terre à terre, prenons les routes en terre, par exemple. Vous savez que lorsqu'il pleut sur une route en terre, il est interdit de circuler pendant un temps. Mais combien de camionneurs respectent cette disposition? Et donc, on met des moyens pour entretenir une route. Il pleut, on roule, on la dégrade tout de suite. Une route qui aurait dû se dégrader sur 1-2 ans, on la dégrade en 2 semaines. À ce moment, est-ce qu'on va dire qu'on n'entretient pas les routes? Donc c'est la combinaison. Pluie, je crois qu'elles existent. Est-ce qu'elles sont respectées? Non, moi je ne veux quand même pas dire. Alors, je voudrais qu'on revienne sur un aspect. On parlait de la qualité tout à l'heure. C'est bien de parler, monsieur le directeur général, de Yaoundé-Douala. C'est vraiment l'exemple qu'on peut retenir. Il y a bien sûr d'autres axes routiers qui sont à présenter. Moi, je suis citoyen, hein, je regarde les choses autour de moi. Je suis à Yaoundé, par exemple. Il arrive qu'on, dans les quartiers, on bitume, il y a des routes qui sont là. Mais 2-3 ans après, je ne sais pas si ça relève du ministère des Travaux publics, si c'est pour une personne. 2-3 ans après, ces routes-là se dégradent. Je me pose la question, est-ce que les entreprises qui travaillent avec vous ont-elles la compétence nécessaire pour exécuter les tâches que vous leur confiez? Est-ce qu'il y a un problème qui se pose? L'État est-il mauvais payeur? L'État ne paye-t-il pas les prestations? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nos routes, on a beaucoup de routes, mais elles sont mal entretenues, elles ne durent pas? Ok, merci Séverin. Peut-être avant de répondre à votre question, pour dire encore un mot sur les coûts, on ne s'est pas limité qu'aux stratégies. Hein. Même dans l'exécution, on a développé de nouvelles techniques. Vous avez par exemple le recyclage des chaussées. C'est des nouvelles techniques que nous développons pour ramener les coûts à la baisse. Nous avons, je l'ai dit tantôt, l'introduction des géosynthétiques, des matériaux stabilisants et autres. Donc pour dire que nous sommes conscients que des efforts doivent être faits pour ramener le coût au juste prix ou à la baisse, on va le dire. Et nous travaillons en permanence à cela. Maintenant, la question que vous avez posée, c'est sur la durabilité ou la qualité de... Je ne vais pas dire que toutes nos entreprises sont mauvaises. Nous avons des entreprises, je vais dire nationales,
qui sont performantes. Peut-être qu'on n'en a pas autant qu'on aurait souhaité, mais il y a des entreprises qui sont performantes. Donc, lorsqu'il y a une dégradation prématurée, on va dire comme ça, on ne peut pas a priori donner les causes, il faut analyser. Est-ce que le type de prestation envisagé est compatible avec les dégradations ou avec le trafic? Il faut faire cette analyse froidement. Hein. Cela ne veut pas dire que parfois aussi les entreprises ne font pas leur travail. Les entreprises ou les missions de contrôle ou même l'administration. On n'est pas dans un monde parfait, il ne faut pas qu'on soit naïf. Il y a certes des insuffisances, mais chaque fois, il faut analyser froidement pour connaître la bonne cause. Voilà ce que nous pouvons dire sur cet aspect. Mais à l'observation, quand même, on voit des différences. Hein. On se demande pourquoi est-ce que certaines routes sont plus ou moins mal construites, mal exécutées. Ça se voit à l'œil nu. Mal dans quel sens? Je veux dire, on voit la qualité de... La dégradation arrive très vite. Je vais prendre un exemple. Si on reste dans la ville de Yaoundé, c'est très récent, on prend l'axe, on prend seulement Baladeux, rond-point Loncac. Vous voyez, aujourd'hui, l'état, la qualité du bitume qui a été posée. Vous n'avez pas cette qualité dans toute la ville de Yaoundé. Pourquoi? Bon, oui, c'est pas... Il y a plusieurs types de revêtements. Il y a des enrobés, il y a des bétons bitumineux, il y a des gravillonnages. OK, mais si on prend par exemple le cas des axes urbains, ce n'est pas forcément notre domaine de compétence, mais je crois qu'on est là pour éclairer aussi un peu. On a tantôt évoqué le paramètre vieillissement des infrastructures qui concerne tout le monde, que ce soit les routes interurbaines que les routes urbaines. Mais maintenant, il y a un point important pour les axes urbains, c'est l'assainissement. Et même d'abord pour toutes les routes. Vous savez, on dit toujours l'eau, c'est l'ennemi numéro 1 de la route. Donc, chaque fois qu'on veut construire une route, il faut qu'on s'assure que les eaux sont mises hors de la plateforme, que l'assainissement est parfait. L'assainissement en milieu urbain coûte très cher. Donc, souvent, on n'a pas les moyens pour le faire, mais on construit quand même la route, sachant que elle n'aura pas, voilà, parce qu'il y a la pression sociale, il y a la demande sociale, et même, parfois, il n'y a même pas l'espace parce que les gens ont occupé. Donc, c'est pour ça que je dis, à chaque problème, il faut prendre le recul pour essayer d'analyser, pour comprendre vraiment les bonnes causes. C'est trop facile de dire, non, le bitume utilisé, le revêtement n'est pas bon, ainsi de suite. Moi, il faut... C'est pédagogique, il faut éduquer. Ce n'est peut-être pas répondre... Ça se dégrade plus vite, on voit bien Éric Boniface, ce n'est peut-être pas répondre à... Vous avez regardé cette vidéo comme moi, hein, celle qui venait du Sud. Et quand on parle du Sud, on comprend bien pourquoi ça peut être analysé. Hein, on peut dire un mot sur... il s'agit de la route Mbalmayo. Mbalmayo, oui. Mais vous voyez que c'est une route... Il a été dit que cette route-là... est vieille, elle est mal entretenue. Elle fait l'objet de réhabilitation. La raison pour laquelle il y a eu cet accident. Oui. Non, la route fait l'objet de réhabilitation en ce moment. Je crois que vous le savez tous. On a mobilisé 3 entreprises sur cet important axe routier. On est en train de développer des techniques nouvelles. On fait du recyclage des chaussées que nous transformons. Donc la chaussée existante, on la recycle. La question parlementaire, c'était pourquoi... sur cet axe principal, vous vous limitez à ce qu'il appelait les travaux confortatifs, quelque chose d'entretien confortatif. D'entretien confortatif. Bon. Et non pas faire une... Autoroute ne pas penser. C'est une opinion qui a été mise. Oui, et ça peut se dire ailleurs aussi. Nous essayons de... On ne fait pas une fixation. C'est ce que nous essayons d'expliquer. Oui. Nous sommes en train d'expliquer que la chaussée existante, elle est recyclée pour en faire une couche de base. Et on va mettre une nouvelle couche de roulement en enrobé. Donc, nous pensons que nous faisons la politique de nos moyens, mais cette solution nous semble, elle va considérablement améliorer le confort de circulation des usagers et même la sécurité des usagers. Maintenant, ne mélangeons pas tout. J'ai cru comprendre que l'accident, c'était un plateau mal garé et puis une vitesse. Donc, il faut toujours savoir remettre les choses dans leurs proportions. Les travaux sont en cours. En fait, moi, j'ai quand même un souci avec le discours de monsieur le directeur, c'est qu'en principe, tout est en cours. Qui trop embrasse mal les trains. On a trop de projets en cours d'exécution. Il faut voir comment les circonscrire, revenir à l'essentiel. Éric le disait tout à l'heure, comment comprendre qu'on soit en train de construire une infrastructure dans un village vraiment que les populations m'en excusent, alors que Yaoundé Douala
n'est pas en bon état de circulation, c'est des questions essentielles qu'on doit se poser. Comment comprendre que Yaoundé, Garoua, Yaoundé, Maroua ne soit pas en bon état de circulation alors qu'il y a un projet qui est en cours dans un village tel que je ne citerai pas? Il faut revenir vers l'essentiel pour que le Camerounais enfin puisse voir ce que le ministère des Travaux publics fait pour améliorer les commodités de voyage des populations. Le quotidien Réalité Plus nous dit dans l'une de ses publications de cette semaine que le colonel Kalkaba Malbouma a été élu tout premier président des CASOL, entendez Confédération africaine des sports olympiques. C'était à l'issue de l'Assemblée générale constitutive qui se tenait à Yaoundé. Et sur l'intérêt de ce regroupement, écoutons donc le colonel Kalkaba Malbouma. Nous avons pensé qu'il était temps que nous puissions nous organiser pour que notre voix soit portée au niveau de ces fédérations internationales qui programment et qui organisent les Jeux de qualifications pour que la tâche soit allégée pour ce qui concerne les athlètes africains. Puisque les Jeux africains tels qu'ils se déroulent aujourd'hui ne sont pas qualificatifs pour les Jeux olympiques, alors qu'en Asie, en Europe, ces Jeux continentaux sont qualificatifs pour les Jeux olympiques. Tout comme les États-Unis ont ce qu'ils appellent les trials. Leurs athlètes passent obligatoirement par les trials pour être qualifiés pour les Jeux olympiques. Donc c'est une façon pour nous de nous organiser de manière à ce que notre voix soit entendue. Et en Afrique, nous avons une trentaine de confédérations qui ont effectivement leur sport au programme des Jeux olympiques. Et ce sont ces 30 confédérations qui ont décidé de se réunir pour réfléchir d'abord sur la méthode à adopter. Et c'est ce que nous avons commencé par une concertation le 12 octobre à Yaoundé. Et à la fin de la concertation, des résolutions ont été prises. Et l'une des résolutions, c'était pour mettre en place une organisation structurée avec un exécutif et avec un président qui peut donc porter la voix de l'Afrique au niveau des fédérations internationales chargées de programmer les qualifications pour les Jeux olympiques. C'est ainsi donc le 13, la première assemblée constitutive, l'assemblée constitutive s'est tenue et bon, quelqu'un dans les rangs a dit bon, le plus ancien d'entre nous tous, c'est M. Kalkaba. Il est président d'un sport fort, de l'athlétisme. Bon, il peut diriger cette association. Bon, moi, je suis au service du continent africain. En tant qu'Africain, je n'ai pas trouvé d'inconvénient à assumer cette responsabilité. Nous avons bien voulu travailler avec les entreprises partenaires au ministère des Travaux publics dans le cadre de ce programme qui ont certainement des choses à dire dans la relation qu'elles ont avec l'administration publique. Malheureusement, les responsables qui ont été sollicités n'étaient pas disponibles. Peut-être qu'à la prochaine fois, on pourra en parler. Mais quand même, dans la recherche documentaire, quand on regarde la vie de ces entreprises-là, il y a des plaintes qui reviennent parfois. Elles ne sont pas payées à temps. L'argent a bien sûr un coût. Elles ne sont pas payées à temps. Ça joue sur le délai d'exécution des travaux, peut-être même sur la qualité des travaux qui sont finalement produits. Alors, ma question, on a le sentiment que dans le domaine des travaux publics, notamment dans les infrastructures routières, il y a un trop plein d'intervenants. Il y a un trop plein d'intervenants. Et vous savez, quand il y a beaucoup d'intervenants, cela fait le lit à la corruption, à toutes sortes de choses que nous n'aimerions pas dire ici. Est-ce qu'on est conscient de cela? Des choses qui peuvent jouer sur la qualité de nos routes. Moi, je pense que c'est une évidence que la qualité prend un coup dès lors qu'il y a beaucoup d'intervenants. Et on ne peut pas nier, on n'a qu'à consulter les différents rapports ou plusieurs rapports de la Commission nationale anticorruption, le ministère des Travaux publics ou bien tout ce qu'il y a comme chantier routier ne sont pas exemptés des actes de corruption. Et ça se passe à plusieurs niveaux, que ce soit au niveau des avenants, c'est-à-dire ces contrats renégociés qui viennent se greffer aux contrats principaux. Ça se passe généralement aussi au niveau des pourcentages à fournir. D'ailleurs,
tout à l'heure, monsieur le directeur parlait de certaines entreprises. On ne va citer aucune pour ne pas faire de publicité à qui que ce soit. Mais vous allez observer que lorsqu'on veut un certain standing dans la réalisation de nos chantiers routiers, on sait à quel type d'entreprise on confie la tâche. Lorsqu'on veut, entre guillemets, bâcler, il y a des Camerounais, notamment un économiste a dû de dire, lorsqu'on veut faire une route qui va coûter 2 milliards, la même route, on sait à qui donner. Lorsqu'on descend à peu près à 1,5 milliard, on va trouver une entreprise secondaire. Quand on veut descendre vers 800 millions, on trouve une entreprise camerounaise pour la même route qu'on aurait dû réaliser à 2 milliards. On va dire aux Camerounais, bats-toi. Pour montrer un peu que cela a une conséquence sur la qualité. Vous avez évoqué le délai de paiement. Certes, ce n'est pas seulement dans le domaine des chantiers routiers, c'est un peu partout concernant les commandes publiques. Il y a toujours un problème. Ce qui fait que les retards provoquent parfois des fermetures, des cessations d'activité de la part de certaines entreprises. Leur personnel ne peut pas faire face à leurs différentes charges parce qu'eux-mêmes ne sont pas payés en amont. Et tout cela joue sur la qualité de l'infrastructure. Vous avez des chantiers qui sont parfois à l'arrêt. Vous savez, lorsqu'un chantier est à l'arrêt, parfois ça se redégrade et quand on va relancer, il y aura un surcoût. Et nous avons beaucoup de chantiers au Cameroun qui sont routiers, y compris routiers, qui sont à l'arrêt, qui ont démarré, mais qui sont à l'arrêt parce que l'entreprise adjudicataire n'a pas été payée telles que les procédures et les délais ont été prévus. Et ça crée ce que ça crée. Éric Boniface, il ne se fâche pas. Il y a depuis un certain nombre d'années une classification des entreprises de BTP. C'est désormais acté, on sait par catégorie quelles sont les entreprises qui peuvent faire quel travail. Je ne suis pas dans les commissions de passation de marché, donc je ne peux pas aller plus loin que ça, mais il est établi que le système de corruption dont parle Éric Boniface existe dans les marchés. Donc là, on ne peut pas discuter là-dessus. Sur la qualité des entreprises, Éric Boniface a raison et je suis d'accord avec ça. Le ministre des Travaux publics l'a d'ailleurs le plus souvent relevé. Il y a beaucoup d'entreprises qui présentent des insuffisances. Parfois sur le terrain, on le voit sermonner un chef d'entreprise. Oui, oui. Je suis allé dans des chantiers où l'entreprise qui disait avoir un certain type d'équipement, on arrive dans le chantier, on voit qu'ils n'ont pas d'équipement du tout. Il y a aussi des manipulations bancaires qu'elles peuvent faire pour montrer qu'elles ont la capacité financière effective. Et puis, parce qu'il faut, je pense que la cellule de la communication du ministère des Travaux publics qui fait déjà beaucoup, et je salue le travail que fait le professeur ici, pour que les Camerounais comprennent comment les choses fonctionnent, il faut qu'elle en fasse plus. Aujourd'hui, il y a des manipulations qui sont faites au niveau avec des banques pour que les entreprises aient l'assise financière. L'État recrute une entreprise sur la base d'abord de ses capacités financières et ensuite d'un background. Il y a une norme qui permet à une entreprise d'être sélectionnée. Et donc, lorsque finalement, sur le terrain, il s'avère qu'elle n'est pas capable de réaliser les travaux, les questions se posent. Vous ne pouvez pas revenir voir l'État et lui dire on a des retards de paiement alors que vous avez dit oui, j'ai une couverture financière suffisante ou bien j'ai un ensemble de partenaires financiers suffisants qui peuvent me permettre d'avancer et puis vous venez vous plaindre une fois de plus des problèmes de paiement. Donc, c'est une question pertinente qui doit être posée. Sur la qualité, effectivement, j'ai constaté par exemple que sur les projets intégrateurs, je passe sous le contrôle de M. le directeur général, la plupart des entreprises contractualisées sont des entreprises chinoises. Il y a 10 projets intégrateurs, j'ai compté ce matin à peu près 8 ou 9, c'était des entreprises chinoises. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un élément important qui a attiré mon attention. Pourquoi les projets intégrateurs, c'est les projets financés par les partenaires au développement, la BAD, la JICA, la BID, etc., qui ont un certain niveau de qualité et une certaine demande qu'ils exigent aux entreprises de BTP. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas la qualité suffisante? La question mérite d'être posée. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas le niveau requis pour construire ces infrastructures? La question mérite d'être posée. Alors, Monsieur le directeur général, le trop plein d'intervenants dans ce champ-là. Merci. Est-ce que ça ne joue pas finalement sur la qualité? Le Cameroun peut avoir des ambitions de disposer d'un bon réseau routier. Mais maintenant,
ce qui se fait parfois, vous ne contrôlez pas. Ok, merci de me permettre déjà de préciser un certain nombre de choses. Le maître d'ouvrage est certes l'acteur principal dans un projet, mais le maître d'ouvrage ne travaille pas seul. Le maître d'ouvrage ne choisit pas l'entreprise. Il y a des commissions de passation des marchés qui font le travail préalable. Lorsque c'est un appel d'offres, il y a une sous-commission d'analyse. Ensuite, c'est validé par la commission ministérielle. Très souvent, ça va à la commission centrale qui est logée au niveau du MINMAP. Monsieur le directeur général, vous ne pas entrer dans les commissions. Non, c'était important de préciser on peut savoir ce qui se passe dans les commissions. On sait très bien quelle influence le maître d'ouvrage peut avoir dans le choix de l'entreprise. Je ne suis pas sûr que le maître d'ouvrage a cette influence-là, mais c'est pas ça le plus... C'est peut-être pas ça le plus important. Et il y a effectivement donc beaucoup d'intervenants. Et cela, justement, peut tendance soit entraîner des confusions, soit entraîner la dilution de responsabilités. Donc, les phénomènes de corruption, on ne va pas dire qu'ils n'existent pas. Hein, c'est des phénomènes qui existent. On a le phénomène de fausses déclarations, dont les entreprises ne disent pas toujours la vérité. Et ça rattrape souvent, ces fausses déclarations, ça rattrape les entreprises lors de l'exécution des travaux. Maintenant, la question aussi été posée de savoir pourquoi c'est les entreprises chinoises qui majoritairement exécutent les projets intégrateurs. Je crois que ces projets, généralement, c'est des projets financés avec des partenaires techniques et financiers. Donc, les appels d'offres sont lancés, c'est une concurrence. Et puis, généralement, on aboutit, c'est la meilleure offre qu'on sélectionne. Je voudrais qu'on sorte peut-être par là. Est-ce que le gouvernement ne pense pas, parce que nos routes coûtent cher, ce n'est pas du fait du Cameroun, c'est des charges à supporter, des charges incompressibles. Les routes coûtent cher, je ne suis pas toujours d'accord avec cette affirmation. Pour le citoyen lambda, quand on entend des milliards, on se dit c'est une charge. C'est vrai que les milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais peut-être pour prendre un exemple que tout le monde peut comprendre. Même la baguette de pain, elle n'a pas le même prix. Je crois que ça dépend aussi un peu du poids, ça dépend de... Je crois que ça, tout le monde peut comprendre. Monsieur le directeur général, ne me détournez pas de ma question. Je vais la poser de toutes les façons. Est-ce qu'au niveau de l'État, est-ce que dans notre environnement, on ne peut pas penser, par exemple, disposer nous-mêmes d'une usine de production du bitume, de sorte que nous n'ayons pas à avoir recours ailleurs? Est-ce qu'on ne pense pas à ces choses-là pour que on puisse avancer? Les efforts qui sont déjà faits, qu'on puisse les voir davantage. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? On l'a tué en sévérant. Où est passé le Madjeni? Pourquoi le Madjeni ne se relève pas? Où est passé le matériel qui était garé là? On avait vu les engins. Où sont passés tous ces engins-là? Est-ce que c'était une usine de bitume là-bas? Non, mais au moins pour les travaux publics. On a le Madjeni, on a qu'on appelle chez les militaires là, qui peut aussi construire le génie militaire. Le génie militaire. Le génie militaire, c'est le génie militaire qui gagne pas des petits marchés, quand on va des petits marchés, on donne ça au génie militaire. Or, si on avait outillé sérieusement le Madjeni, qui a d'ailleurs une école, on les aurait outillés. Il faut aussi savoir que c'est un marché qui s'est libéralisé. C'est ce que je voulais dire. Donc, il ne faut pas... On peut pas... Sauf que, je suis d'accord. Le Cameroun ne vit pas en vase clos. Je suis d'accord pour la libération, mais la libération ne doit pas nous conduire à tuer notre propre économie. Si on l'avait conçu, à un moment donné, on dit, pour ce marché, nous avons nous-mêmes nos engins, nous avons nous-mêmes nos ingénieurs, que nous avons payés au prix ceci. Mais allez, je pense que nous avons une politique d'exécution des travaux en régie, c'est-à-dire par nos moyens propres. Maintenant, peut-être qu'on va essayer d'avoir des proportions les plus appropriées qui correspondent à notre environnement, c'est-à-dire quelle est la part de travaux qu'il faut faire en externe, donc externaliser au niveau des entreprises, et quelle est la part des travaux que nous devons faire par nos moyens propres en régie. Il y a des programmes qui sont développés, il y a des propositions qui sont faites, mais rassurez-vous, c'est un point essentiel, l'exécution des travaux en régie par nos moyens propres. Mais est-ce qu'à ce niveau... J'ai parlé de disposer d'une usine de production nous-mêmes. Pour l'usine, on avait même déjà dépassé le stade, pour l'usine de production du bitume, on avait déjà dépassé le stade des réflexions parce que je crois qu'un appel à manifestation d'intérêt avait été lancé. Bien sûr. Mais malheureusement, il n'avait pas prospéré. Mais je crois qu'on va remettre ces dossiers sur la table. Et pas seulement l'usine de bitume, je crois qu'il y a aussi l'installation des centrales de concassage de matériaux dans les 10 régions. Donc, toutes ces réflexions sont en construction. Juste pour ajouter qu'il y a une entreprise qui s'est déjà positionnée sur le marché de la production du bitume. Je ne vais pas citer son nom ici, elle existe, elle est bien connue. Le document d'orientation budgétaire 2025-2027 qui vient d'être produit par le gouvernement insiste justement sur
l'usine de production du bitume comme élément central dans la réduction des coûts. Parce que c'est l'un des éléments forts de ce document. L'État souhaite que la stratégie soit axée sur la réduction des coûts, sur l'optimisation, c'est le mot qui est utilisé. Et quand on parle de la stratégie nationale de développement à l'horizon 2030, il y a la transformation structurelle. Les infrastructures routières constituent un volet important. Oui, rapidement. Oui, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas balayer très vite comme cela, au-delà de ce que Frédis vient de dire, l'idée de faire recours aussi au génie militaire. Je crois que lorsque c'est possible, au ministère des Travaux publics, nous avons souvent travaillé avec le génie militaire. Chaque fois que c'est possible, même si ça va un peu faire mal à beaucoup d'entreprises de BTP. Et pas que le génie militaire. Aujourd'hui, nous travaillons avec le BIR. La route combat de l'armée de manière globale. Quand on parle de génie, c'est toute l'armée de manière globale. Parce que je pense qu'en travaillant avec l'armée, ça peut considérablement réduire les coûts parce qu'ils ont déjà des employés, entre guillemets, soldats, donc pris en charge par le contribuable. Cela peut diminuer les coûts. Le désenclavement de certains bassins de production, ne serait-ce que par l'entretien, entre guillemets, des pistes rurales. Ça permet de je crois que vous enfoncez une porte ouverte. On vous a cité des cas où nous avons travaillé et avec le génie militaire et avec le BIR. Il faudrait le faire beaucoup plus souvent. Et réhabiliter le Madgénie, qui est une entreprise d'État. Moi, je pense que ça, c'est une politique qui est au niveau un peu supérieur. Ce sont des stratégies qui doivent être mises en place et à mon avis, elle n'est pas qu'au niveau du ministère des Travaux publics, elle doit venir d'un peu plus haut parce qu'il y a des pays comme l'Égypte qui ont encouragé des entreprises, je me suis laissé dire qu'Arab Contractors, ça a le profil un peu du génie militaire, qui ont encouragé les structures armées qui avaient un fort ancrage dans l'entretien et la construction des routes à se développer, à se déployer davantage en mettant les moyens. Et je pense, à mon avis, que... c'est une stratégie gouvernementale d'avoir des champions nationaux, l'import, qui peuvent aller conquérir ailleurs. Justement. Le gouvernement n'a pas oublié ces aspects. On soit là de plus haut. Mais le génie militaire, je me souviens d'une interview que j'ai eue avec le directeur qui demandait à avoir plus de moyens pour être davantage capable de construire les routes. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, le génie militaire peut faire un certain nombre de travaux, mais l'infrastructure disponible ne permet pas d'envisager certains types de travaux. Donc, vous voyez qu'on revient toujours sur la question centrale. Le pouvoir étatique doit mettre les moyens pour que ces structures-là aient la capacité. Peut-être pour dire un mot aussi, parce que le CONARO doit pouvoir analyser tous ces de manière holistique. Le Madgénie a été évoqué tantôt. Le Madgénie n'est pas oublié. Il y a un plan de restructuration du Madgénie qui est en cours. Qui traîne. Bon. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général, d'avoir répondu à notre invitation. Le ministre a bien voulu que vous soyez là. On vous dit merci parce que je crois que votre passage, le passage des confrères aussi qui ont pris la peine d'être là, permet de dissiper des malentendus, de sortir un peu des clichés que nous avons. Nous avons aujourd'hui, au thème de cette émission, j'ai le sentiment qu'il y a des informations qui ont été données qui permettent maintenant d'établir les responsabilités, de savoir exactement où va le réseau routier camerounais. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de Scène de presse. S'il plaît à Dieu, nous nous retrouvons dimanche prochain.